Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette émission. Leur situation n'est pas des plus reluisantes au Bénin. En dépit des efforts des ONG et autres bonnes volontés, les albinos sont toujours marginalisés dans la société. Ce plateau se penche sur la problématique albinisme et vie sociale. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau Franck Roussa-Rouetéou. Bonjour Franck. Bonjour. Vous êtes sur ce plateau en tant que chef projet d'appui à la protection et à l'épanouissement des personnes atteintes de l'albinisme. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur. Vous n'êtes pas seul, il y a également Josué Sossou qui est doctorant en sociologie. Bonjour, monsieur Josué. Oui, bonjour. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Vous n'êtes pas seul, nous avons également madame Ursule Amoussou-Ablé. Vous êtes juriste. Merci à vous, madame, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, le décor ainsi planté, nous nous tournons tout droit vers le chef projet. Monsieur Franck, dites-nous aujourd'hui, que dire de la situation des albinos au Bénin? Merci, monsieur Koudous. Les personnes atteintes d'albinisme sont aussi dans la société, comme toute autre personne au Bénin. Et nous avons la grâce de faire un recensement au niveau des deux grandes communes, Calavi et Cotonou, et le recensement nous donne 124 sur le plus de 1 million que le dernier recensement donne. Et ça fait quelque chose de 1 sur 12 000 dans les deux communes-là, et nous pensons que c'est raisonnable par rapport au taux que les gens lancent en Afrique de l'Ouest, le taux en Afrique de l'Est étant un peu plus élevé. Alors la situation des albinos au Bénin n'est pas aussi alarmante, c'est ce que vous voulez dire? Oui, la situation des personnes atteintes d'albinisme au Bénin n'est pas trop alarmante, seulement, comme j'ai l'habitude de le dire, même si c'est une seule personne atteinte d'albinisme qui est dans un pétrin donné, juste parce qu'il a ce teint-là, il nous faut nous lever et nous battre. Alors votre projet, sa zone de couverture, c'est dans l'Atlantique littoral. Dites-nous, qu'est-ce qui a guidé votre choix pour couvrir cette zone du Bénin? Pourquoi pas les autres communes, les autres localités de notre territoire? Merci beaucoup. Nous avons décidé de couvrir non pas l'Atlantique et littoral, mais la commune de Cotonou et la commune de Calavi. Pourquoi? Parce que c'est les deux communes les plus peuplées, selon le dernier recensement. C'est les deux communes les plus peuplées. Et nous pensons que commencer les actions dans les communes les plus peuplées va beaucoup plus atteindre les gens. Aussi, nous avons constaté que la plupart du temps, lorsque les jeunes ont le bac, ils rejoignent Cotonou, ils rejoignent Calavi. Donc, ceux qui sont atteints d'albinisme et qui ont un niveau intellectuel un peu élevé, ils se trouvent dans les deux communes-là. Et donc, le travail sera un peu plus facile. Oui, le travail sera un peu plus facile dans Cotonou et Aboumé-Calavi. Et ceux-là qui sont atteints de la maladie, qui sont dans les autres communes, est-ce qu'ils sont laissés pour compte? Merci beaucoup. D'abord, je voudrais faire un petit rectificatif. Nous parlons de conditions albinos. Nous parlons de conditions albinos et les actions sont concentrées dans les deux grandes communes, mais ce n'est pas pour que les autres communes soient laissées pour compte. La preuve est que nous sommes ici maintenant et nous sommes en train de parler et beaucoup de personnes nous suivent, pas seulement dans les deux communes. Donc les actions de sensibilisation vont largement au-delà des deux communes-là. Est-ce que vous avez des échos dans les autres communes, leur situation, comment ceux-là se portent dans les autres villes du Bénin? Est-ce que vous avez des échos? C'est aussi un des buts du projet. C'est-à-dire que beaucoup plus de personnes s'intéressent plus à la situation des personnes atteintes d'albinisme dans les autres communes qui n'ont pas été couvertes. Et je suis heureux de dire sur ce plateau que ce soit
dans le Haut-Nord, que ce soit au centre du pays, que ce soit même dans le Monokofo, tout le monde nous appelle pour dire nous sommes prêts à vous accueillir, et aussi nous, quel que soit ce qui se passe dans n'importe quelle commune, sur une personne atteinte d'albinisme, nous sommes aux aguets et les gens nous appellent pour nous dire voici telle chose qui s'est passée, voici telle personne a de telles difficultés, et si nous voulons, nous pouvons faire quelque chose, nous le faisons, même si ce projet spécifiquement n'est pas orienté vers ces communes. Alors, avant d'entrer dans les spécificités de votre projet, nous allons nous tourner vers notre sociologue. Dites-nous aujourd'hui au Bénin, comment la société béninoise perçoit-elle les personnes atteintes de l'albinisme? Quel est le regard que la société porte sur ces personnes-là? Merci, monsieur le journaliste. Le regard social sur la personne atteinte d'albinisme est déjà très varié. Je voudrais déjà commencer par ce qui ressort déjà dans notre causerie, c'est que vous parlez d'albinos, qui est une expression assez péjorative pour pouvoir désigner la personne atteinte d'albinisme. Parce que le terme albinos met l'accent beaucoup plus sur l'aspect physique de la personne et non le statut social de la personne. Et c'est pour cela, pour pouvoir mieux rendre ce qu'est la personne albinos, nous préférons beaucoup plus l'expression personne atteinte d'albinisme pour ne pas s'accentuer sur le physique, mais s'accentuer sur la personne et son statut social. Alors vous trouvez déjà que c'est trop dit que de les qualifier d'albinos directement? Et si on regarde ça du point de vue étymologique, du sens du mot albinos, c'est en fait de ça qu'il s'agit. Ça veut dire blanc, et là c'est comme si on les désignait juste comme des personnes blanches, mais en fait ça va au-delà. Mais mal formées, c'est ça? Oui, c'est déjà là que je peux dire un deuxième élément de regard social, c'est que la différence des personnes atteintes d'albinisme fait que dans certaines cultures du pays, du Bénin, on les regarde, on les loge à la même enseigne que les enfants sorciers. On les regarde étant comme des porte-malheurs, et pour certains, ils sont supprimés dès la naissance. Le bourreau connaît son boulot, et même la mère qui donne naissance à un enfant différent, comme les autres enfants mal formés, les autres enfants qui peuvent présenter une certaine différence à leur naissance, ils sont pris en charge pour être supprimés. Et là, cet infanticide est aussi dénoncé, même si c'est un élément identitaire pour certaines cultures. En dehors de ce que les albinos, les personnes atteintes d'albinisme, du moins, sont perçues comme étant, dans certaines cultures, comme des enfants porte-malheur, il y a ailleurs qu'ils sont carrément idolâtrés, ils sont carrément déifiés et considérés comme l'incarnation du dieu Lissa. À cause de la couleur écarlate, leur couleur de peau brillante, ils sont considérés comme dieux. Et ceux qui sont adeptes de cette divinité se plaisent à leur faire des présents, des cadeaux, les considérant comme des dieux, les considérant comme des dieux. Et ailleurs sur le plan national, les personnes atteintes d'albinisme sont aussi vues comme des personnes qui peuvent produire de la richesse, soit par elles-mêmes ou bien par, excusez du peu, leurs organes. C'est vrai qu'il y a une sorte de recrudescence de cette... Est-ce que c'est réellement le cas? Qu'en est-il au Bénin? Au Bénin, en réalité... Est-ce que ces considérations sont également vérifiées chez nous au Bénin? Oui, avant de venir ici, j'ai refait certains réajustements, certains recoupages d'éléments de terrain pour me rassurer de ce que nous avions déjà comme connaissance dans ce domaine. Et dans la zone, je ne voulais pas citer des régions du pays, mais dans la zone Yoruba,
nous avons eu certaines confirmations de ce que, déjà très rare, les personnes atteintes d'albinisme sont parfois recherchées pour leurs organes qui peuvent produire de la richesse. Et là, il y a des informations qui font état de ce que certaines personnes disparaissent et peut-être atterrissent chez le grand voisin pour que leurs organes puissent produire une certaine richesse. Même si c'est faux, d'un point de vue social, d'un point de vue simplement acceptable, nous voyons que les gens y croient Dieu, comme ils croient par ailleurs que d'autres personnes d'autres aspects physiques peuvent aussi produire de la richesse, ou que des organes humains en général peuvent produire de la richesse, mais l'organe humain de la personne atteinte d'albinisme est comme aussi assez recherché, apparemment. C'est assez recherché, c'est également le cas chez nous au Bénin malheureusement, mais sur ce plateau nous avons une charmante dame qui certainement a réussi à échapper à toutes ces stigmatisations et aujourd'hui a étudié, même juriste. Alors, madame, bonjour, vous êtes sur ce plateau, dites-nous comment ça s'est passé avec vous, concrètement. Aujourd'hui, vous avez pu étudier, malgré ces discriminations à l'endroit de ces personnes atteintes de l'albinisme. Vous n'aviez pas été victime de tout ça. Dites-nous comment ça s'est passé. Je vous remercie, monsieur le journaliste. On ne peut pas dire que je n'ai pas du tout été victime de discrimination, mais heureusement pour moi, je n'ai pas été victime de meurtre rituel, ce qui a fait que vous me voyez ici. Vous confirmez que c'est le cas vraiment au Bénin, il y a oui, de ces meurtres-là qu'on commet à des fins occultes? Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Je suis dans le domaine juridique, donc les informations nous parviennent des tribunaux et nous avons tellement de cas où le meurtre rituel se pratique, où un albinos, par exemple, se fait carrément couper la tête et d'enquête en enquête, on a fini par exhumer le corps et retrouver le corps sans tête, effectivement. Les présumés responsables sont encore derrière les barreaux. Nous avons aussi des cas de meurtre rituel toujours dans plusieurs communes du Bénin où le monsieur, par exemple, a été tué, les pieds arrachés et le corps enterré aussi. Aujourd'hui, vous avez échappé à tout cela. Comment ça s'est passé? Vous avez étudié, vous avez été même inséré. Oui. Comment vous en êtes arrivé là? Oui. La première des choses, c'est que je remercie mes parents, vraiment, pour avoir créé autour de moi l'environnement propice à ce développement-là. La base de la discrimination, c'est d'abord la famille. Lorsqu'il n'y a pas de discrimination dans votre propre famille, le poids est plus léger à porter. Les parents forment le cocon qu'il faut pour votre épanouissement, que vous soyez une personne atteinte d'albinisme ou pas. Mais dans le cas d'une personne atteinte d'albinisme, ce cocon doit être encore plus épais, dans la mesure où la société, quoi qu'on dise, vous rejette. Il n'y a qu'à voir, jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Vous passez devant les enfants, c'est yovo yovo, bonsoir, ça va bien, merci. C'est une sorte de stigmatisation qui vous rappelle tout le temps que vous êtes différent. Et alors aujourd'hui, vous avez eu la chance, vous avez étudié, vous êtes juriste. Dites-nous, au Bénin, est-ce qu'il y a une protection juridique des personnes atteintes de l'albinisme? Malheureusement, non. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de protection du tout. Mais il n'y a pas de protection spécifique aux personnes atteintes d'albinisme. Parce que c'est de spécificité qu'il s'agit au fait. L'État a promis et assure comme il peut
la protection à toute personne vivant sur son territoire. Mais la personne atteinte d'albinisme a besoin d'un peu plus que ça. Pourquoi? Parce que il y a des considérations d'ordre subjectif, on va dire, par rapport à ce type de personnes, où les considérations ne sont pas forcément, les motivations ne sont pas les mêmes. Lorsqu'on veut tuer une personne atteinte d'albinisme, les motivations ne sont pas les mêmes, par exemple, que lorsqu'on veut tuer une personne normale entre griffes. Donc cette protection spécifique, elle n'existe pas encore au Bénin. Et dans le cas des meurtres commis, est-ce que la loi, qu'est-ce que les tests disent dans ces cas? Oui, vous avez cité un cas tout à l'heure où on a tranché la tête, le pied. Voilà. Est-ce que la justice s'en est saisie? Bien sûr. C'est parce que la justice s'en est saisie que nous avons été imprégnés du cas. Mais malheureusement, la justice ne s'occupe pas comme il faut de tous les cas. La preuve, il y a tellement de cas de disparition de personnes atteintes d'albinisme. Tellement de cas de disparition. J'ai un ami qui a perdu son grand frère. Ils sont 3 personnes atteintes d'albinisme dans la famille. Le grand frère a disparu et les 2 petits frères sont allés se plaindre au commissariat d'après ce qu'ils ont dit. Les enquêtes suivaient leur cours. Quand l'année qui a suivi, le second aussi a disparu. Et aujourd'hui, le 3e vit dans une certaine anxiété. Il a peur de sortir, il surveille ses arrières. Parce qu'il ne sait pas quand est-ce que la personne qui est en train de faire ces rapts-là pensera à lui. Alors ça me permet de me tourner vers le président, vous qui avez piloté un projet qui s'occupe de la protection des personnes atteintes de l'albinisme. Aujourd'hui, ces questions de disparition, quelles sont leur ampleur ici au Bénin? Quelle est l'ampleur de la disparition des albinos ici au Bénin, selon des études que vous avez menées sur le terrain et à travers ce projet que vous avez piloté? Merci beaucoup, M. Koulous. D'abord, je voudrais souligner que le projet d'appui à la protection et à l'épanouissement des personnes atteintes d'albinisme est une initiative de l'ONG Connection Worldwide que je dirige et financée par l'ambassade des États-Unis près le Bénin, avec le fonds d'appui à le fonds pour la démocratie et les droits de l'homme. Alors, pour revenir à votre question, je voudrais dire que le projet a des aspects spécifiques. Le projet n'a pas pour intention de s'établir sur les disparitions des personnes atteintes d'albinisme. Alors pour les protéger, il faut aussi faire en sorte qu'ils ne disparaissent pas. Voilà, il y a un adage au Bénin qui dit, au sud Bénin qui dit, on commence à aller et on trouve le carrefour. Voilà. Nous sommes mis dans cette dynamique pour dire il y a meurtre et nous avons appris. Il faut qu'on sensibilise pour qu'il n'y ait plus meurtre. Voilà. Vous voyez? En ce moment-là, nous n'avons pas encore appris la toute première disparition. C'est quand nous avons commencé à diriger le projet que nous avons appris qu'il y a des disparitions aussi. Alors cela nous a amené à intensifier un tant soit peu notre sensibilisation. C'est pour cela que nous sommes en train de finir le projet. Enfin, c'est comme si on aurait déjà fini depuis. Ça a pris le temps de réorienter le projet pour faire de ça un projet qui parle beaucoup plus de la communication et de la sensibilisation autour de l'albinisme. Donc, c'est un travail de longue haleine qui vient de commencer et qui va suivre son cours. Même si le projet PAPEPA se termine, le travail va continuer à suivre son cours parce qu'on a besoin de fouiller dans les moindres détails et de continuer. Il y a beaucoup d'actions qui sont en vue à partir du 30 septembre prochain. D'accord. Alors, notre juriste en parlant a dit tout à l'heure que si aujourd'hui elle en est
ici aujourd'hui, c'est parce qu'elle a bénéficié de la protection de la famille. C'est un problème sociologique. Sur quel aspect on peut donc insister dans le noyau de la famille pour véritablement faire changer de mentalité à nos parents, à nos compatriotes? Monsieur Yozoé. Oui, merci. C'est déjà la perception que les parents ont eux-mêmes de leurs enfants qui peut permettre à ce qu'ils soient les protecteurs de leur enfant à la base. On parlait tout à l'heure de ce que l'enfant peut produire de la richesse. Dans certaines cultures du pays, certains pensent que le simple fait que l'enfant atteint d'albinisme soit là peut être une source d'enrichissement pour ses parents. Et là, les parents, au départ, certains se réjouissent pour dire, bon voilà, nous avons eu le jackpot et nous allons jouer au jeu de hasard où nous allons bientôt être devenus riches. Et quand ça ne vient pas, certains parents accusent leurs enfants, un peu pour leur dire, tu es là depuis et pourtant je ne suis pas riche. Et déjà, donc ça vient de ce que les parents acceptent les enfants atteints d'albinisme comme étant des enfants à part entière et non entièrement à part. Et non pas les prendre comme des personnes handicapées. Il y a certaines personnes atteintes d'albinisme qui croient qu'elles sont handicapées. Je ne pense pas la même chose. Je pense plutôt que c'est un handicap. Les personnes atteintes d'albinisme peuvent présenter ou se retrouver dans des situations handicapantes. Par exemple, les questions de vision, des visions, on parlera peut-être de ça davantage tout à l'heure, pour dire que l'absence de la mélanine dans le sang, fait que la vision n'est pas aussi forte que pour les personnes qui ont de la mélanine dans le sang. Donc, ça peut être comme des personnes non-voyantes, mais en fait, ce ne sont pas des personnes handicapées. Je peux dire qu'ils sont simplement des personnes vulnérables, des personnes qui ont besoin de soins particuliers, d'une attention particulière de la part des parents, déjà à la maison, mais aussi de la part de leurs frères et sœurs. Il n'y a que l'enfant, ce n'est pas fréquent qu'un parent ait beaucoup d'enfants atteints d'albinisme. Donc les autres frères ou sœurs de la personne atteinte d'albinisme peuvent être des personnes à la peau noire. Et donc regarder leurs frères ou sœurs dans sa différence, peut-être comme une personne aussi à mettre à l'écart. Et ça, c'est déjà un élément à proscrire dans la cellule familiale, à la base, pour pouvoir permettre à ce que la personne atteinte d'albinisme puisse évoluer dans un environnement épanouissant pour elle et aussi s'en sortir dans la vie sociale. Est-ce que cet environnement est favorable chez nous au Bénin? Est-ce qu'on a le sentiment que cet environnement-là est favorable aux personnes atteintes de l'albinisme? Il faut pouvoir être proche parfois de personnes atteintes d'albinisme pour pouvoir commencer par faire tomber certaines barrières, certains murs de séparation. Et c'est ça, parce que en les regardant de loin, on les regarde comme des personnes anormales. Je mets mes griffes avec beaucoup de précision. Des personnes qui ne sont pas normales. Et ça, c'est déjà pour eux dur à vivre. Et pour nous, on se pose déjà beaucoup de questions. Est-ce que peut-être leurs organes invisibles présentent le même aspect? Comment ça se passe? Il y a une sorte de curiosité sociale qu'ils dégagent, ces gens-là. Et ça fait que beaucoup les évitent. Certains les regardent de haut ou les regardent de loin. Mais je vous dis, ce sont des personnes très attachantes et tout à fait des personnes humaines, sociables. Oui, et quand on est proche d'eux, on peut le savoir. Je pense qu'il faut déjà les prendre comme des personnes comme tout autre et se rapprocher pour limiter ou réduire les séparations, pour pouvoir découvrir la richesse qui peut constituer. D'accord. Ce sont des personnes normales et qui ont véritablement des problèmes d'insertion au Bénin. Est-ce que vous avez connu ces cas-là, de problèmes d'insertion, des personnes atteintes d'albinisme qui ont du mal aujourd'hui à s'insérer, ils ont du mal aujourd'hui à trouver du boulot? Oui. D'abord,
c'est vrai, moi j'ai eu la grâce de ne jamais chômer, de ne jamais avoir chômé. Et ça, c'est juste une grâce. Je ne prends pas ça pour acquis. Mais voici le... C'est aussi dû à vos compétences. Oui, c'est vrai. Eu beaucoup de diplômes, diplômés en anglais, diplômés en gestion des projets, certainement. Oui. Non, je ne suis pas diplômé en des projets, mais... C'est dire que les personnes atteintes d'albinisme ne sont pas aussi anormales qu'on pourrait le penser. En toute chose, il y a ce qu'on appelle la détermination. Vous projetez une vision et vous faites tout pour accomplir cette vision. En fait, ça là, on n'a pas besoin d'être personne atteinte d'albinisme pour le faire. Et on a juste besoin de côtoyer les bonnes personnes au bon moment, et c'est tout. Et une chose que j'ai remarqué, c'est que le défi de la vision et le défi du soleil sont deux défis qui dérangent vraiment les personnes atteintes d'albinisme et qui font que certaines personnes ne peuvent pas évoluer dans les études. J'en connais avec qui j'ai fait les bancs, la plupart ont dû laisser à cause des problèmes de vision. Qu'est-ce qui a fait que vous avez pu atteindre votre objectif? C'est simple, je sais ce que je veux. Et quand les gens... Je me souviens... Non, vous l'avez souligné vous-même, il y a le défi du soleil. Oui. Qui dérange beaucoup, mais vous avez pu braver toutes ces réalités et aujourd'hui, vous avez pu obtenir votre diplôme alors que les autres n'ont pas pu le faire. Oui. Alors, est-ce que vous avez un secret particulier? Oui, il y a deux choses. La première des choses, c'est que mes parents ont tout fait pour m'encourager, pour que je puisse évoluer. Comme l'a dit Madame Usul tout à l'heure, c'est d'abord porter la moitié de la charge. Maintenant, puisqu'ils font le travail pour que j'évolue, moi-même je dis, ça ne va pas dépendre de moi. Je dois évoluer dans mes études. Et très souvent, je reçois des morceaux de craie sur la tête quand je vais au tableau regarder pour aller lire une phrase pour venir écrire. Et je dis simplement, chacun sait ce qu'il cherche en venant à l'école. Si j'ai l'occasion, je me souviens avoir giflé quelqu'un parce que quand je me lève pour regarder, c'était en seconde, hein, quand je me lève pour regarder, j'étais devant au sujet de Ouida. Je me lève pour regarder. Lui, il prend son pied et il tire un peu le tabouret. C'est un tabouret. Il tire le tabouret. Il a fait une première fois, il a regardé. J'ai continué. Il a fait une seconde fois. La première fois, quand je me suis retourné là, je suis gaucher, il lui a donné une bonne gifle. Et toute la classe s'est tue. Mais il a compris. Il a compris. C'est que jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'a animé à faire ça, mais c'est déjà très gauche que quand je suis en train de faire cela, il a cette astucieuse idée de pouvoir enlever le tabouret pour que quand je tourne, je puisse tomber. Mais c'est pas bien. Donc, il y a de cette stigmatisation-là, de ces petites choses, petits trucs-là que les amis font et qui n'est pas bon. Maintenant, demain, est-ce que nous allons dire c'est à cause de cet ami-là que nous n'avons pas réussi? Non. Alors, pour revenir, je dis, le fait que certaines personnes atteintes d'albinisme n'aient pas pu évoluer dans leur étude, ça conduit à un autre problème. Voilà qu'ils ne peuvent pas rester sous le soleil. Et voilà qu'ils n'ont pas fait de longues études pour pouvoir avoir des travaux de bureau. Alors bonjour les dégâts. Alors en dehors de ceux-là, il y en a que vous connaissez aujourd'hui qui ont du mal à s'insérer, qui ont du mal à avoir du travail. Oui. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce que vous en connaissez? J'en connais, mais ils ne sont pas nombreux. J'en connais, mais ils ne sont pas nombreux. Et je ne peux pas dire forcément que c'est à cause du fait qu'ils soient atteints d'albinisme qui n'aient pas de travail. Mais je sais aussi qu'il y a des gens qui ont eu du travail, mais difficilement parce que ils ont la condition albinos. Parce que les gens disent, mais, je vais l'engager ici, qu'est-ce que les gens vont dire au sujet de lui et de cette dame-là ou bien de ce monsieur-là? Ils vont dire que je l'ai engagé peut-être pour que j'ai beaucoup d'argent, des trucs comme ça. Et par rapport à ça, les gens peuvent
se retenir. Rétracter, oui. Maintenant, moi, j'ai dit ceci. Je n'ai pas voulu... J'ai fait ce que je devais faire. Et aussi, ça, je le dis aussi pour les personnes qui ont un handicap donné. Tout à fait. N'importe quel handicap. Lorsque vous êtes quémandeur d'emploi, les gens peuvent vous traiter de tous les noms. Mais lorsque vous êtes pourvoyeur d'emploi, vous êtes le patron. Et c'est bon. Est-ce que vous avez de ces cas-là au Bénin, des diplômés qui aujourd'hui ont du mal à être insérés? Non. Comme vous, le débat, ce n'est pas d'abord être diplômé. Il faut d'abord pouvoir être diplômé. Et c'est là le plus gros problème, le plus gros défi. Il faut pouvoir être diplômé. Il l'a dit tout à l'heure. Il faut se lever de son banc, aller au tableau pour copier une phrase, mémoriser la phrase, revenir la copier, se lever, retourner au tableau, reprendre une autre phrase, revenir la copier. Alors pendant que les autres ont déjà copié 3 pages, toi tu es à peine à une demi-page. Et quand on dit ça, on dit mais rapprochez, mademoiselle, rapprochez la table du tableau. Malheureusement, ça ne résolvait pas le problème. Pas du tout. Et comment vous vous arrangez? Oui, c'est ce que je dis. Il fallait se lever de sa place, aller au tableau, copier, revenir, copier cette phrase-là sur la feuille. Lors des interrogations, c'est là où la course est vraiment ardue, le travail est vraiment ardu, il faut vraiment se dépêcher et les va-et-vient commencent. Et je salue au passage ces professeurs-là en ce moment qui m'ont compris et certains allaient jusqu'à me préparer une fiche dans certaines matières. Le professeur me préparait une fiche d'interrogation, au moins pour les interrogations. Pour les cours, ce n'était pas possible. Mais pour les interrogations, on me préparait une fiche et lors de l'interrogation, après avoir recopié pour tout le monde, on me remettait la fiche. Certains l'ont fait, malheureusement beaucoup ne l'ont pas fait. Je dis toujours que j'ai eu 2 au lieu de 21 fois. J'étais en 4e, je crois, parce que au lieu de 5000 que je devais lire au tableau, j'ai lu 500. Et ça a faussé tous les calculs que j'avais faits de haut jusqu'en bas. Alors, au regard donc de toutes ces difficultés qui se posent aux albinos, le problème de vision, des difficultés avec le soleil, nous allons juste faire un tour à la régie pour suivre cette interview donc de ce médecin, ce spécialiste qui nous dira s'il y a véritablement des solutions à ces problèmes posés sur ce plateau par nos invités, le problème de soleil surtout et de vision. Nous suivons. Il faut déjà dire que les albinos, ce sont des personnes qui n'ont pas le pigment qui permet de protéger contre le soleil qu'on appelle la mélanine. Donc leur peau constitutionnellement, c'est-à-dire de façon génétique, n'est pas préparé pour les protéger contre le soleil. Et par conséquent, le soleil a beaucoup d'influences négatives sur ces personnes-là et cause beaucoup de dégâts. Et les dégâts les plus graves, c'est l'apparition de cancers de différents types dès le plus jeune âge. Habituellement, les cancers surviennent chez des personnes beaucoup plus âgées dans les pays, les gens qui ne se protègent pas contre le soleil. Mais chez ces albinos, très tôt dans l'enfance, dans l'adolescence déjà, ils peuvent avoir des cancers. Évidemment, ces cancers sont des cancers qui sont graves. Il y a le carcinome qu'on appelle basocellulaire, qui est un cancer qui ne métastase pas, qui reste limité à la peau. Mais tout en restant limité à la peau, il peut aller en profondeur, il peut s'élargir et causer des délabrements sur le plan local.
il y a le carcinome dit épidermoïde qui lui par contre peut entraîner des métastases au niveau des organes profonds. Celui-là également peut s'étendre en surface et en profondeur. Et le cancer le plus grave, c'est le mélanome qui évolue de façon plus marquée et plus grave que les deux autres que j'avais cités tantôt. Il faut dire que tous ces cancers-là sont dus aux désagréments, aux dommages qui sont créés par les rayons ultraviolets du soleil sur une peau non préparée pour protéger l'organisme contre ces dommages-là. Ils doivent systématiquement être habillés en vêtements longs et sombres. Ils doivent porter des chapeaux à large bord pour les protéger contre les rayons ultraviolets. Et ils doivent mettre également des lunettes sombres qui sont appelées communément les verres de soleil, parce que de la manière dont la peau n'est pas protégée par le pigment mélanique, les yeux non plus ne sont pas protégés. Donc ils sont exposés aux dégâts que causent les rayons ultraviolets également au niveau des yeux. Essentiellement, ces personnes-là doivent être informées et dès le très jeune âge des dispositions à prendre pour éviter ce genre de choses. Et comme malheureusement ce sont des personnes qui sont plus ou moins marginalisées parce que pas très acceptées, non scolarisées et tout, lorsque les voyons, c'est déjà souvent très tard. Le cancer souvent a déjà beaucoup évolué et nous essayons de faire ce que nous pouvons faire en collaboration avec les spécialités chirurgicales, puisqu'il faut opérer ces personnes-là. Nous sommes disposés à nous consacrer à eux. Retour sur ce plateau, nous allons directement voir notre sociologue. Dites-nous, en plus de toutes ces actions que mènent ces ONG, des personnes de ces bonnes volontés sur le terrain pour changer les mentalités, pour mettre à l'abri ces personnes vulnérables, est-ce que vous pensez que véritablement dans la société béninoise, il y a des solutions que vous préconisez à nos compatriotes, des conseils que vous avez à donner pour limiter, pour réduire ces discriminations que connaissent ces personnes atteintes de l'albinisme? Oui, merci. Je pense que on peut regarder à des solutions du point de vue de la politique, et du point de vue des personnes atteintes d'albinisme elles-mêmes, et du point de vue de la société en général. Tout à l'heure, on parlait des difficultés liées à l'éducation, à la scolarisation. Je pense qu'il urge de prendre des mesures particulières, des mesures favorables à la scolarisation et au maintien à l'école des personnes atteintes d'albinisme. Et en fait, des mesures au plan politique qui puissent favoriser ou bien permettre, faciliter la vie aux personnes atteintes d'albinisme. Et il faut, on n'est pas encore peut-être arrivé jusque-là, il faut peut-être même des questions de couloirs de circulation différentes, parce que les problèmes de vision font que des personnes atteintes d'albinisme ne peuvent même pas compétir pour le permis de conduire, parce que ce serait difficile de conduire leur voiture et conduire une moto. Et dans la circulation, en marchant, ils ont besoin de certaines particularités. Et donc tout ça là, c'est des mesures sociales à prendre en faveur de la personne atteinte d'albinisme. Mais déjà, les amis l'ont déjà dit, moi je suis pas une personne atteinte d'albinisme, et je suis toujours frappé par la détermination des personnes atteintes d'albinisme. J'ai côtoyé surtout deux dans ma vie, et Franck et un autre, Justin, qui a fait Alada, et j'ai toujours été frappé par leur détermination. Ils ne voyaient pas les stigmatisations comme étant des limites, mais ils étaient toujours engagés dans leur projet de vie,
et voyaient qu'ils pouvaient se réaliser en tant que personne. Et ça, c'est un appel que je lance à toutes les personnes qui se cachent, qui ont honte d'elles-mêmes, qui ne se regardent pas comme des personnes normales, parce qu'elles sont atteintes d'albinisme. Et c'est déjà un regard qu'il faut changer sur soi-même, à améliorer son estime de soi. Et cette estime de soi améliorée pourra permettre à ce que l'intégration social soit plus facile. Parce que quelque part, on ne vous forcera pas pour vous intégrer, mais vous poserez les pas qui faciliteront votre intégration sociale. Et je voudrais aussi ajouter à tout ce qu'on a déjà dit, pour dire, il faut que peut-être maintenant nous pensions davantage sur la condition albiniste pour faire des études, des recherches un peu plus approfondies sur ces questions. Est-ce que déjà ces recherches-là existent? Est-ce qu'il y a des recherches dans ce sens? Si elles existent, elles souffrent de ce qu'elles ne sont pas connues, de ce qu'elles ne sont pas publiées, de ce qu'elles ne sont pas disponibles, même dans le milieu scientifique en général. Il faudra fouiller beaucoup peut-être pour en trouver quelques-unes. Et maintenant, il faudra donc que si des gens ont fait des recherches, aussi bien dans le domaine de la santé, des sciences sociales, qu'ils puissent les faire connaître, et que aussi on puisse trouver davantage de champs de réflexion sur la question de la condition albiniste. Je finirai peut-être en disant à toute personne de savoir que nous avons tous le droit à la différence. Imaginez un monde dans lequel tout le monde est le même. Tous hommes, tous femmes, tous avec le même visage. Et ce serait difficile à vivre, ce serait un univers ennuyeux. Et c'est ça la différence, la diversité qui fait la richesse de notre monde. Nous ne devons pas voir les personnes différentes comme étant des personnes anormales, mais comme étant des personnes qui font le monde avec tous les autres. Donc déjà, nous pouvons changer notre manière de regarder les autres en général et les personnes atteintes d'albinisme en particulier pour vivre dans un monde meilleur. Beaucoup de crises sociales viennent du fait qu'on regarde les autres comme étant différents de soi, d'un point de vue de religion, d'un point de vue de couleur de peau, etc. Et je crois que la communion sociale, l'équilibre social viendra du fait que chacun se verra comme étant une personne humaine, un être social qui a besoin de rester en communion avec les autres pour pouvoir maintenir la société. Alors Franck Moussa, ce projet que vous pilotez et qui tire déjà vers sa fin, qui s'occupe de la protection des albinos et de leur réinsertion, aujourd'hui ce projet tire vers sa fin. Est-ce que vos objectifs ont été atteints? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je dois une fois encore remercier l'ambassade des États-Unis qui nous accompagne financièrement dans ce projet. Le projet a atteint non seulement les objectifs fixés, mais largement au-delà des objectifs fixés. Par exemple, ce que nous nous sommes fixés comme objectif, c'est distribuer des fournitures scolaires à 35 élèves, parce que nos 35 élèves atteints d'albinisme, nous avons pu dénombrer 55. Vous voyez, donc ça fait presque le double. Oui. Et pour le compte de l'année dernière, et je pense que des efforts sont en train d'être faits pour pérenniser l'action aussi. Nous avons voulu aussi faire une campagne de sensibilisation, une campagne de sensibilisation, non, des séances d'accompagnement psychologique pour les élèves que nous aurons pris. Ça là n'a pas trop marché, mais nous avons trouvé un autre palliatif. Oui. Et nous avons mis tout ce dont la personne atteinte d'albinisme a besoin, oui. Tout ce dont que de telle personne a besoin, nous avons mis tout ça dans un manuel, oui, qu'on appelle le manuel de l'albinisme, que nous allons lancer bientôt et distribuer. Oui. C'est à distribuer, ce n'est pas à vendre. Oui. Parce que l'ambassade des États-Unis a payé pour ça, pour que nous puissions avoir ça. Cela répond une fois encore à votre question, est-ce que c'est seulement les deux communes? Ce serait distribué ici dans les deux communes, mais aussi sur Internet, et aussi ce serait disponible à notre siège à Campus au Christ. Si quelqu'un vient, il pourrait avoir aussi. Donc cet objectif est largement atteint. Nous sommes en train, comme je vous l'ai dit, on a réajusté le projet
pour en faire un projet un peu plus orienté vers la sensibilisation. Nous avons parlé avec nos partenaires financiers qui ont accepté subventionner ce débat-ci et aussi subventionner un documentaire que nous sommes en train de tourner maintenant, même au moment où nous sommes en train de parler, un documentaire, le tout premier au Bénin, qui parle de la vie des personnes atteintes d'albinisme au Bénin. Ce serait un grand outil de sensibilisation, un grand outil qui va mettre la lumière sur ces êtres de lumière qui vont refléter la lumière non seulement dans leur entourage, mais dans les institutions les plus hautes de notre République. Est-ce que vous avez des défis à l'avenir, des défis, quand peut-être le projet va être reconduit? Est-ce qu'il y a des défis aujourd'hui que vous comptez relever? Beaucoup de défis. Nous sommes autour de 8 millions au Bénin et avec un taux de 1 sur 12 000, je pense que nous allons atteindre autour de 1 million ou un peu moins. Alors si nous sommes 1 million ou un peu moins, on peut dire que les élèves peuvent être autour de 500 000 comme ça. Tous ces élèves-là, nous avons le défi de les accompagner tout le long de leur cursus scolaire, parce que s'ils savent qu'avec les fournitures scolaires et avec un accompagnement psychologique, parce que s'ils savent que quelqu'un est derrière eux, est en train de les pousser pour dire « nous avons réussi et vous aussi vous avez l'obligation de réussir », ils ne vont plus abandonner les bancs. Donc nous avons le défi non seulement de continuer la distribution des fournitures scolaires à chaque élève des 2 communes cibles, mais aussi d'élargir le projet sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons aussi une vision à long terme. La vision à long terme veut que, à partir de 2017, nous ne savons pas comment ça va se passer, mais nous mettons tout en œuvre pour que ça commence quand même à se passer. Les personnes atteintes d'albinisme qui sont de la classe moyenne et qui n'ont pas pu avoir quelque chose, avoir un diplôme haut ou avoir des fonctions de bureau, qui puissent reconsidérer leurs fonctions pour quitter le soleil. Parce que le soleil, c'est l'ennemi premier de la personne atteinte d'albinisme. Comme le dit ma grand-sœur Ursule, elle dit, si je devais demander à Dieu d'enlever une seule chose de ce monde-là, j'allais lui demander de tout faire pour remplacer le soleil par une autre chose. Donc, alors ça me permet une petite transition. Aujourd'hui, si vous devriez vous adresser à nos législateurs, vous êtes juriste, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Oui, si je dois m'adresser aux législateurs, je leur dirais que l'albinos, la personne atteinte d'albinisme, comme le sociologue vient de le ratifier tout à l'heure, a besoin d'une protection très poussée. Pas seulement de protection, mais aussi d'un suivi social poussé. Suivi social parce que, premièrement, la personne atteinte d'albinisme a de la difficulté à progresser du point de vue éducation, à progresser du point de vue social. Social parce que lorsque par exemple je suis avec des camarades et que nous devons aller à une fête ou bien à une manifestation, tout à fait, et que je ne peux pas vous suivre parce qu'il y a le soleil, il y a forcément une certaine cassure sociale où les autres alors, en même temps... qu'ils élaborent beaucoup plus de lois pour protéger les personnes atteintes de l'albinisme. Surtout du point de vue éducation. Et surtout du point de vue protection maintenant. Protection parce que, comme je viens de le dire, il y a une protection pour tous les Béninois et pour toute personne vivant sur le territoire national. Mais il faut une protection un peu plus poussée, un peu plus spécifique. Au regard de tout ce qui se passe, regard de tout ce qui se passe, la disparition, les meurtres rituels, les discriminations. Oui. Il y a des discriminations qui vous font, qui vous atteignent psychologiquement. Lorsque par exemple, quelqu'un vous voit, et ça, j'ai vécu cette expérience. Allez très rapidement. Oui. Et qui vous dit,
qui commence à appeler le sang de Jésus sur vous. Vous connaissez, vous commencez à regarder à gauche et à droite. Vous vous rendez compte que c'est vous, le mauvais esprit qu'on est en train de chasser. C'est des atteintes psychologiques. Alors nous permettrons là à notre sociologue de nous dire un mot également, de revenir sur le comportement de la société, des parents, le noyau familial. Quand on voit, on aperçoit une personne atteinte de l'albinisme et qu'on commence déjà par appeler Jésus, la stigmatisation a atteint son paroxysme. Oui, la stigmatisation est très forte et certaines personnes la subissent jusque dans leurs entrailles. Quand ça les touche, c'est pas facile à vivre. C'est pour cela d'autres préfèrent la réclusion, l'autoréclusion, se cachent carrément. Et c'est là que, pour revenir au cocon familial dont parlait Mme Ursule tout à l'heure, les parents ont un grand rôle à jouer pour remonter le moral de leurs enfants, pour leur dire tu peux, tu en es capable, tu es différent, mais tu as une vie. Et là, cela vient aussi dans le dialogue que le parent établit avec son enfant différent. Et les particularités qu'il peut prendre, les mesures qu'il peut prendre particulièrement à la maison pour lui faciliter la vie par rapport à sa différence. C'est vrai qu'on n'a pas toujours les mêmes conditions sociales d'un point de vue général en tant que parent, mais on peut être déterminé pour faire de son enfant ce qu'il aurait voulu être. Merci. Et c'est sur ces mots que nous allons refermer ce débat, c'est-à-dire mieux protéger ces personnes atteintes d'albinisme et non des albinos. La société a un grand rôle à jouer. C'est des personnes vulnérables à protéger. Et c'est sur ces mots que nous refermons ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis et à très très bientôt. Salut, moi c'est Franck. Si je suis blanc comme ça, c'est parce que je manque d'une substance qu'on appelle la mélanine et qui donne la couleur noire à la peau. Je suis un être humain comme tout autre. Je ne suis ni un génie, ni un sorcier, ni un dieu. Les organes des personnes atteintes d'albinisme ne sont pas porteurs de chance. Les personnes atteintes d'albinisme ont droit à la protection et à une vie sociale épanouie. Si vous avez un bébé albinos, aimez-le. Si vous connaissez un enfant albinos, intégrez-le. Si vous rencontrez un albinos adolescent, faites-vous ami à lui. Si vous voyez un albinos adulte, entrez en relation avec lui. Si vous êtes une personne albinos, soyez vous-même. Ceci est un message de l'ONG Connexion Worldwide en partenariat avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique près le Bénin pour le projet d'appui à la protection et à l'épanouissement